Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo 5 romans, une vidéo que je suis trop contente de tourner. De toute façon, les dernières vidéos que j'ai tournées, à chaque fois j'étais assez extatique. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir être à nouveau active sur cette chaîne. Du coup, je propose qu'on y aille maintenant, donc c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glencoe. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Alors, c'est un roman de fantasy steampunk avec des éléments futuristes qui se passe donc dans le futur. On a plusieurs royaumes principaux, dont par exemple la France. Il y a le royaume de France, où il y a le royaume du Japon notamment. Et en fait, dans ce monde, on va aussi avoir des fées qui sont considérées comme inférieures aux humains, égales à des animaux, voilà. Et donc on va suivre la princesse Yuri Hime, qui est la princesse du Japon, et qui a toujours suivi voilà, les règles avec beaucoup de justesse. Sauf que on va lui demander d'épouser l'héritier du royaume de France, le dauphin de France, et elle va devoir faire un choix si elle veut éviter ce destin. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce livre. Déjà, je veux commencer par le point positif qui est l'univers. L'univers est vraiment ultra riche, ultra vivant et il marche super bien en fait. On a vraiment un univers vraiment complet en fait. C'est ça je pense le mot que je cherche. C'est un univers vraiment complet. On a beaucoup d'espèces de fées par exemple qui nous sont présentées au fur et à mesure du roman, mais j'ai jamais vraiment été perdue dans qui était qui. On a plein de personnages pareils, mais ils sont tous vraiment très caractérisés avec chacun leur personnalité propre. Ça, c'est vraiment le point positif. On a une belle construction de l'univers et franchement, l'univers est vraiment super intéressant et je serais trop curieuse de lire la suite. Je pense que je vais lire la suite. Mais on a deux problèmes selon moi, l'écriture et le personnage principal. Et les personnages de manière générale, c'est un petit bonus celui-là. Alors l'écriture, le problème de l'écriture, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est-à-dire le style n'est pas mauvais du tout, c'est-à-dire que il y a un style particulier, il est maîtrisé, il y a pas un moment où je me suis dit pouf, c'est mal écrit la vache, pas du tout ça. Par contre, on a un style que moi je n'aime pas trop, qui est un style très poétique, mais du coup trop poétique en fait. C'est un style que je vais qualifier de un peu cucul-à-praline. Non, mais c'est un style qu'on a un peu parfois dans certaines situations. Par exemple, elle se leva et vit au loin une marque d'ombre qui pousse-t-elle le ciel. Ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, je trouve ça too much. C'est accentué d'autant plus par les messages du livre qui sont... c'est très les gentils contre les méchants, les gentils oppressés contre les vilains oppresseurs. On est tous égaux dans l'amour et la joie. Il faut faire la révolution pour montrer que nous sommes tous égaux. Voilà, c'est un peu cucul la praline. Et le deuxième problème, en fait, c'est le personnage principal de Yuri. Alors, Yuri n'a aucune cohérence en tant que personnage principal parce que elle a toujours suivi les ordres de son père à la perfection. Elle a été éduquée dans cette éducation à détester les fées, à mépriser le peuple, à accepter, à faire tout ce qu'on lui dit de faire. Elle a été éduquée comme ça. Et pourtant, elle se rebelle alors qu'elle a aucune raison de se rebeller. C'est-à-dire que dans son personnage, il n'y a aucune cohérence à ce qu'elle se rebelle. Et ensuite, j'ai l'impression que tout le roman, c'est un peu ça. C'est Yuri Hime découvre quelque chose de particulier. Par exemple, oh là là, dans cette communauté, les femmes travaillent. Elle se dit, ouh là là, c'est scandaleux, ce n'était pas comme ça chez moi. Puis quelqu'un lui explique, mais si Yuri, les femmes peuvent travailler, là là là. Et là, elle fait, ah oui, en effet, je fus sotte. Et elle accepte que les femmes peuvent travailler. Sauf que, en fait, elle a jamais de vraie remise en question. C'est-à-dire que dès le début, elle accepte à peu près, en fait. Enfin, il y a 2-3 moments où voilà, elle se demande, mais très très vite, elle comprend. Très très vite, elle se dit, ah oui, les fées sont pas aussi méchantes qu'on le dit. Ah oui, les femmes sont aussi capables que les hommes. Ah oui, c'est pas normal que le peuple soit affamé comme ça, etc. Dès le début, en fait. Et du coup, bah, je sais pas, c'était pas... Voilà, le personnage n'avait pas de grande cohérence et du coup on n'arrive pas à s'attacher à elle non plus en fait. Mais après c'est aussi moi j'adore les personnages qui restent fidèles à eux-mêmes dès le début en fait. C'est-à-dire que
Moi j'aurais aimé une princesse orgueilleuse qui se remet pas en question, etc. jusqu'au moment où elle est mise en face des faits, où elle a pas d'autre choix que de se remettre en question, mais que ce soit quelque chose de lent en fait, parce que une déconstruction, quelle qu'elle soit, c'est toujours un processus qui est long et douloureux et difficile, parce que tu dois accepter que tu renonces à une part de toi-même. Par exemple, la Yuri, elle l'accepte super facilement, mais elle peut perdre son père, elle peut perdre plein de choses, elle peut perdre ses privilèges. En tant que princesse, elle avait un nombre de privilèges assez incroyable et elle les perd tous. Mais non, ça a l'air d'être rien pour elle et c'est pas logique. Et du coup, le troisième point, un peu entre guillemets, c'est que voilà, les personnages au final sont très manichéens. C'est-à-dire qu'on a les gentils et on a les méchants, on a peu de nuances. Et pour une raison que j'ignore, tous les personnages adorent Yuri. Mais alors vraiment, ils l'adorent, genre ils la vénèrent, alors que pour moi, il y a aucune raison. Enfin, je veux dire, elle est sympa, mais voilà quoi. Donc voilà, une lecture un peu mitigée. Je l'ai trouvée très cucu dans ses thèmes et la manière dont il les aborde. Des trucs pas vraiment logiques et une héroïne vraiment revue et revue en fait. Enfin, en fait, la princesse qui s'échappe du château parce que elle veut pas se marier à un homme qu'on lui a promis, c'est bon, j'en ai marre. On en a combien dans les histoires de fantasy, j'en peux plus. Surtout que en plus c'est pas logique en fait. Elle devrait être heureuse de se marier avec ce type parce que c'est ce à quoi elle a été préparée toute sa vie et jusque-là, elle a toujours suivi ce qu'on lui disait sans problème. Il y a pas vraiment de raison en fait qu'elle dise non. Bref, je pense avoir fait le tour sur ce que je voulais dire sur ce roman. N'empêche que l'univers est vraiment foisonnant et vraiment très intéressant et je serais vraiment heureuse d'en découvrir plus. Donc je lirai la suite, mais voilà, pas un roman qui m'a absolument captivée. La lecture suivante, c'est Deal with the Elf King de Elise Kova. Alors ça a été la lecture de la surprise. Donc vous voyez la couverture. Vous voyez le titre, Deal with the Elf King. Je m'attendais à une grosse daube. Je me préparais mentalement. Moi, je pensais vraiment que ça allait être juste une histoire avec presque que de la romance. Et qu'une romance aussi avec beaucoup de sexe. Mais avec un fond fantasy qui est là juste pour mettre des petites dorures, quoi. Je m'attendais un peu à un plagiat d'Akotard. mais voilà, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Pas du tout. Pas du tout, je me suis trompée de A à Z et tant mieux parce que c'était vachement mieux. En fait, je l'ai vraiment lu en pensant que ça allait être une daube et en espérant que ça allait être une daube. Finalement, ce n'était pas une daube et j'ai été ravie que ce ne soit pas une daube. Bah voilà, c'est le résumé de ma lecture. Donc on va suivre l'histoire de notre personnage principal qui est herboriste dans son village. Elle a envie de vouer sa vie à aider les gens de son village. Elle adore son boulot en tant qu'herboriste. Néanmoins, il y a des problèmes en ce moment dans le monde des humains. En effet, il y a une barrière qui sépare le monde des humains et le monde des elfes. Normalement, tous les 100 ans, les elfes viennent et ils prennent celle qui sera la reine humaine. Et c'est celle qui est censée reformer la barrière entre les deux mondes. Et s'ils ne trouvent pas de reine humaine, alors la barrière entre les deux mondes sera cassée et le monde sera plongé dans le chaos, donc c'est vraiment une catastrophe. Le problème, c'est que la reine humaine aurait dû déjà être trouvée il y a 2 ans, sauf que toujours aucune trace d'elle. C'est vraiment étrange. Et notre héroïne principale va en fait découvrir que c'est elle la reine humaine, sauf qu'elle n'en avait absolument aucune idée. Et donc elle va devoir se rendre dans le royaume des elfes pour devenir la reine des elfes, la reine humaine, alors que tout ce à quoi elle aspire, c'est son village. Et du coup, elle va former un pacte avec le roi des elfes, qui est un homme antipathique au possible, si elle réussit à briser la malédiction des reines humaines. Alors il la laissera repartir dans son village et vivre la vie de son village. L'héroïne était mais super, c'est un personnage avec ses défauts mais aussi ses qualités, qui a des faiblesses, des forces, qui a une passion, qui est l'arboristerie, qui n'attend pas qu'il y ait un homme qui vienne dans sa vie pour avoir un intérêt. Quand le roi va venir la chercher et qu'elle va découvrir le monde des elfes, elle va se découvrir une autre mission que celle laquelle elle pensait être destinée. Mais elle avait déjà des objectifs dans sa vie précédente. Elle n'avait pas une vie sans rien, sans attache. Et du coup, ça la rend beaucoup plus attachante aussi. Parce que quitter ce monde, le monde des humains,
ce n'est pas quelque chose qu'elle peut faire simplement et facilement parce qu'il n'y a personne qui l'attend de l'autre côté. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui l'attendent de l'autre côté. La romance est efficace, fonctionne, petit à petit, on comprend bien le personnage du roi, on l'aime bien. Surtout, l'intrigue politique, l'intrigue magique est vraiment prenante et occupe une grande place du roman, hein, même plus que la romance. Tout ce que j'ai à dire, c'est mais lisez ce livre si vous aimez la fantasy, si vous aimez la romance, si vous aimez la romantaisie, lisez ce livre, c'était vraiment super sympa. Et c'est toute une série, alors les livres peuvent se lire indépendamment, donc on a A Deal with the Elf King, on a aussi A Dance with the Fire Prince, et je sais plus lequel, mais le dernier c'est avec des vampires. Voilà. Donc voilà, vraiment une super lecture que je vous conseille. Ma lecture suivante est une lecture beaucoup plus difficile. Il s'agit du roman Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, qui est une autrice camerounaise. Donc on va suivre en fait l'histoire de trois femmes au Cameroun qui vont chacune avoir un destin différent mais vraiment difficile à cause du patriarcat et de la société dans laquelle elles vivent. Donc la première fille qu'on va suivre va être mariée de force alors qu'elle rêvait d'aller à l'université et qu'elle n'a aucune envie de se marier. La deuxième va être mariée elle aussi de force à un homme très violent. Et la troisième, c'est une femme qui va découvrir que son mari a prévu de prendre une deuxième femme. Parce que c'est quelque chose qui est possible. C'est vraiment un roman dur parce que en fait c'est un roman qui montre des faits en fait, c'est-à-dire qui montre la situation, comment la situation des femmes peut être au Cameroun. Et donc on a ces trois femmes, mais en fait il n'y a aucun échappatoire possible. C'est-à-dire que elles ne peuvent pas juste s'en aller. Elles ne peuvent pas juste taper une colère et que les choses aillent mieux en fait. Elles sont coincées dans ces vies horribles et restrictives. Ça s'appelle les impatientes parce qu'en fait on leur répète en continu patience ma fille, patience, la patience, c'est avec la patience que ça va aller mieux. Sauf que les filles elles ont beau être patientes quand t'as un mari qui te bat, tu peux être aussi patiente que tu veux, ça ne peut pas changer grand chose. Et on a aussi par exemple ce troisième personnage, cette femme dont le mari va choisir une deuxième épouse. Au début en fait elle nous est vraiment très antipathique parce que elle met la misère à la nouvelle épouse de son mari. C'est intéressant parce que ça montre donc l'oppression que les hommes ont sur les femmes dans cette communauté, mais pas que, ça montre aussi l'oppression que les femmes ont entre elles-mêmes en fait. Le fait que c'est les femmes elles-mêmes entre elles qui vont continuer le système d'oppression et qui vont se maintenir elles-mêmes dans un système qui les place très bas. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris des choses, une bonne lecture, le style est fluide, efficace, ça se lit vraiment comme ça. Mais voilà, une lecture très difficile et où il n'y a pas un énorme espoir en fait. L'autrice a quand même réussi à donner une petite note d'espoir pour chacun des personnages. À la fin, une légère note d'espoir, mais c'est presque rien en fait. Enfin, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, j'ai lu Persuasion de Jane Austen, un classique de la littérature. Dans Persuasion, on va suivre Anne Elliot. Il y a de cela 10 ans, elle était fiancée à un jeune officier prometteur qu'elle voulait absolument épouser. Ils étaient très amoureux, mais on l'a persuadée d'abandonner cette relation parce que à l'époque, il n'avait pas beaucoup de sous, etc. Sauf que 10 ans plus tard, il est devenu haut gradé dans la marine, il a beaucoup d'argent, etc. Et elle regrette vraiment amèrement sa décision, tout simplement parce qu'elle l'aimait, mais aussi parce que même les arguments qui l'avaient persuadé d'abandonner cet homme n'étaient plus valides. Ne sont plus valides et ils vont retomber l'un sur l'autre au fil de différentes situations. C'était vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un de mes préférés de Jane Austen maintenant. Ça se sent que c'est son dernier roman, donc c'est un peu son œuvre la plus mature et ça se sent. On a toujours l'ironie de Jane Austen qui est perçante, pinçante, qui fonctionne à merveille. Des personnages vraiment haut en couleur. Et j'adore comment Jane Austen se attaque tout le monde, se moque de tout le monde.
Anne Elliot est vraiment un personnage principal que j'ai beaucoup aimé, mais elle a une tendance à être trop passive en fait, qui est vraiment agaçante. Mais ça fait aussi partie de ses défauts, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle va améliorer. J'ai écrit dans mes notes, j'aime bien les Jane Austen parce que ça finit avec un mariage. Oui, c'est vrai, tous les Jane Austen finissent toujours par un mariage. Et du coup, je suis toujours contente de lire les déboires amoureux parce que je me dis, ah oui, mais ça va finir par un mariage, donc tout va bien. Voilà. J'ai envie de placer une petite note à propos de l'adaptation en film de Netflix de ce roman. À la personne qui a eu l'idée d'adapter Persuasion de cette façon, puisses-tu brûler dans les flammes de l'enfer. Cette adaptation était horrible. Des références, c'est-à-dire que ça se passe, c'est censé se passer à la même époque. Des références à des TikTok et à des mèmes aujourd'hui qui sont censés se passer dans l'Angleterre de la Régence. Genre, l'héroïne qui dit, je traduis, je l'ai regardé en anglais, ah oui, c'est un 10 et je ne fais pas confiance à un 10. Mais tais-toi, mais qu'est-ce qui te... Mais n'importe quoi, ça va pas la tête. En plus, alors, ils ont rendu Anne Elliot, mélancolique, mélodramatique. Elle passe son temps à se plaindre, alors que c'est principalement le but du personnage, qu'elle ne se plaint pas et qu'elle dissimule ses émotions. Alcoolique. Je dis ça, mais c'est pas explicitement dit dans le film, mais elle boit tout le temps. Mais vraiment, hein, elle boit tout le temps. Donc j'en ai déduit qu'elle était alcoolique dans ce film. Génial. Vraiment, Anne Elliot comme on aime l'aimer finalement. Non, ce film était horrible. Je ne veux plus jamais le voir. D'ailleurs, si vous voulez lire ma critique incendiaire de ce film, j'ai un compte Letterboxd qui est un réseau social pour parler de films et vous pourrez voir ma critique là-dessus. Il y a le lien dans ma description de toute façon à chaque fois. Vous verrez, je me suis pas mal défoulée. Et enfin, la dernière lecture dont je vais vous parler, c'est Les Gardiens du Papyrus de Anne Kurian, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un livre dont je vous avais déjà un peu parlé dans un 5 romans précédent en vous disant que voilà, j'aimerais bien le lire. Et donc je l'ai lu. Et voilà ce que j'en pense. Donc, le contexte, c'est un roman de science-fiction catho. C'est bon? Vous êtes toujours là? Donc forcément, j'étais très intriguée. Je me demandais comment ça allait se passer. Donc on est dans un univers, en fait, dans un monde où les humains respectent enfin la nature, il est des temps. Ils vivent dans des communautés, en communion avec la nature, etc. Et toutes les choses du passé ont été interdites, donc on n'a plus le droit de parler du passé, parce que les hommes du passé ont fait des choses horribles, et notamment il n'y a plus de religion, il n'y a plus de Dieu, etc. Donc les gens n'ont même pas idée du concept de Dieu. On va suivre du coup un frère et une sœur qui se posent des questions là-dessus. Alors, c'était pas mal, mais j'ai l'impression que c'était trop rapide. C'est-à-dire que on avait vraiment un univers super foisonnant, on avait plein de choses, on avait vraiment plein de possibilités, et tout a été regroupé dans un roman assez court, donc ça m'a assez surprise. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trop compris quel était le message, pour être honnête. C'est-à-dire que, à part peut-être dire, oui, même Dieu existe même dans cette situation, etc. Je rappelle, c'est un roman catho, donc forcément ça va dire des choses comme ça. Mais je l'ai même pas senti si fort que ça, ce message, en fait. Je l'ai même pas trouvé si présent. J'arrive pas à savoir si l'autrice disait que la société futuriste, là dont elle nous parle, était mauvaise ou pas. Parce que peut-être ce qui est mauvais, c'est que c'est une dictature. Bon, ça, c'est jamais sympathique, on est d'accord. Mais par contre, l'aspect vivre en harmonie avec la nature, moi, je pense que c'est pas mal. Hein. On devrait peut-être suivre l'idée un petit peu. L'écriture était assez chelou. Voilà, donc un roman que j'ai bien aimé, mais je sais pas trop quoi en penser. C'est ultra dur de trouver des romans catho. Bien, pour l'instant, je n'ai pas réussi. Hein. Pour l'instant, c'est quand même ironique. Le meilleur roman catho que j'ai lu, c'était un roman écrit par une femme athée. c'est quand même tragique. Et sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo 5 romans. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture.
Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!